Bienvenue à Early, une très petite ville dans l'Iowa. C'est une ville où tout le monde se connaît et le taux de criminalité est extrêmement bas. Enfin ça, c'était avant une sombre nuit en décembre 2001. Cette nuit-là, la police reçoit un appel de la maison de la famille Roberts. Il s'agit de Burt, 11 ans. Il explique que quelqu'un est entré par effraction dans la maison, les ravisseurs auraient ligoté sa mère et il a aussi entendu 2 coups de feu. Arrivés sur place, les officiers de police découvrent les 3 enfants dans une chambre et Tracy la mère dans le salon qui semble bouleversé. Le salon est couvert de sang et au milieu de la pièce gisait Dustin, un jeune homme de 20 ans qui s'avère être leur voisin. Tracy fut rapidement amenée à l'hôpital avant d'être interrogée, mais plusieurs éléments semblaient incohérents dans son récit. De 1, les ravisseurs n'ont rien volé, bien que des bijoux d'une valeur de 23 000 $ aient été laissés en évidence. De 2, le nombre de tirs. Dustin avait été abattu de 9 balles, ce qui semblait excessif pour un acte de légitime défense. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire tordue et scandaleuse de la famille Roberts. Hello mes stars et bienvenue dans ce nouvel épisode de Crime et Make-up. Si c'est ta première fois ici, bienvenue déjà et le concept est très simple. Ici je me maquille et je te raconte des histoires de crime. Alors si tu aimes le maquillage et le crime, je t'invite à t'abonner car je poste une nouvelle vidéo tous les samedis à 18h. Sans plus tarder, on va commencer. Alors prends ton thé ou ton cocktail et installe-toi confortablement. Je suis pas très en forme, ça se voit un peu, je suis un peu blafarde. Voilà, on a une sacrée histoire qui nous attend aujourd'hui. C'est parti, on y va. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de la famille Roberts. Cette famille est composée de Tracy, la mère, Michael, le père, et leurs 3 fils, Burt, Mason et Noah. Alors vous allez voir que Burt, c'est vraiment l'enfant dont on va le plus parler tout au long de cette histoire. Les 2 autres, ils sont très petits, donc on va très peu en parler. Mais voilà, s'il y a un prénom que vous devez retenir, c'est particulièrement celui de Burt, qui est donc leur fils aîné. Enfin, vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais on va voir ça après. On est obligé de parler du phénomène du jour qui est bien évidemment Tracy, donc la mère, Tracy Richter. Tracy, c'est vraiment la folle originelle en fait. Tracy, c'est vraiment la folie, la psychiatrie. Je pense qu'on n'a encore jamais parlé avant ça. Est-ce qu'on a déjà eu des affaires de femmes criminelles? Oui, du coup, on a eu l'histoire de juste avant où c'était une petite de 12 ans. Mais là, c'est la première fois qu'on a affaire à une daronne criminelle folle, mais vraiment folle alliée. Vous allez voir, vous n'allez pas vous ennuyer pendant cette histoire. Tracy est née le 11 mai 1966 à Chicago, dans l'Illinois. C'était une très bonne élève, elle avait de très très bonnes notes à l'école. Elle avait que des A, c'était une des meilleures élèves de sa classe d'ailleurs. Et elle était aussi très très douée en sport. Enfin, c'était voilà, la meuf parfaite, quoi, clairement. À tel point qu'après le lycée, elle va obtenir une bourse pour effectuer des études en radiologie. Et en 1987, elle va rencontrer John Pittman. Alors, selon elle, John, c'est l'amour de sa vie, d'accord? Vous allez voir un peu après dans l'histoire que c'est plutôt drôle qu'elle dise ça, parce que on dirait plutôt que c'est son pire ennemi, mais ok. En 1988, ils obtiennent tous les 2 leur diplôme universitaire et décident de se marier. John va ensuite lui dire, écoute, j'aimerais qu'on déménage à Denver, parce que toute la famille de John était de Denver d'origine. Tracy accepte et le couple s'installe dans la ville de Denver. C'est là d'ailleurs qu'elle va rencontrer la famille de John pour la première fois. Alors oui, je trouve ça ouf qu'il se soit marié avec elle alors qu'elle n'avait pas encore rencontré ses parents, mais ok. Et quand elle va rencontrer ses parents, elle va se rendre compte qu'elle s'est pas mariée à n'importe qui. Parce que la famille de John est très aisée. Ils ont une très grande maison à Denver, ils ont plusieurs voitures de luxe. Et Tracy, ça, elle kiffe. La petite Tracy, elle aime l'argent. D'accord? Donc quand elle voit ça, elle a des petites étoiles dans les yeux. Mais peu de temps après l'avoir rencontré, la famille de John va réaliser qu'il y a des mouvements plutôt étranges sur leur compte en banque. De l'argent qui a été retiré ou encore de l'argent qui a été viré sur un autre compte. Et bizarrement, quand ils inspectent un peu et regardent dans quoi a été dépensé leur argent, ils se rendent compte que ça match avec des achats que Tracy a fait récemment. Genre, je sais pas, par exemple, disons qu'il y a 1 000 € qui a été dépensé chez Hermès. Bim, Tracy vient d'avoir un sac Hermès. Vous voyez ce que je veux dire? Donc clairement, les parents de John commencent à la voir un peu en bizarre et ils décident d'en parler à leur fils qui se monte contre eux, qui dit « Mais quoi, mais vous êtes malade ?» Enfin, il prend la défense de sa femme, quoi. Il dit « Mais jamais elle ferait ça, etc. » Genre,
Non, en fait, qu'est-ce que tu racontes? Du coup, tout ça crée pas mal de tensions au sein de la famille, forcément. Et malheureusement, c'est pas les seules tensions qu'il va y avoir parce que la relation entre Tracy et John va aussi commencer à battre de l'aile. En fait, il s'avère que John, à ce stade, n'avait pas encore fini ses études. Il était en études de médecine. Et si vous connaissez les études de médecine, vous savez que c'est un peu comme ne pas avoir de vie pendant 5 ans, minimum d'ailleurs. Du coup, forcément, John, qui était vraiment pris dans ses études, il avait pas énormément de temps pour Tracy. Et Tracy, elle le vivait très très mal, le fait d'être toute seule. Après, meuf, voilà quoi. Estime-toi heureuse, ton mec bosse, il va sûrement être médecin. C'est quand même plutôt cool quoi. Mais non, Tracy n'arrive pas à le comprendre et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va commencer à flirter ouvertement devant John avec d'autres hommes. Et ça, forcément, ça rendait John très très triste parce que personne n'a envie de voir sa femme en train de draguer un mec devant lui, enfin devant soi. Et du coup, ça a créé pas mal d'embrouilles dans le couple. Les disputes étaient de plus en plus fréquentes, allant même jusqu'à en venir aux mains. Et lors d'une altercation qui était particulièrement violente, Tracy est partie prendre le pistolet de John. J'oublie toujours son prénom, je sais pas pourquoi. Tracy est partie prendre le pistolet de John et l'a pointé sur lui. C'est ça que j'aime pas aux États-Unis en fait. Ils ont trop une facilité à sortir un gun pour rien, je comprends pas. Bon, forcément, John a littéralement eu trop peur. Il est sorti de la maison en courant et je pense qu'on aurait tous eu peur, donc je le comprends. Une fois dehors, il a entendu un coup de feu retentir et il est resté figé, genre il a pas compris. Il a absolument pas compris ce qui s'était passé. Il s'est dit, est-ce qu'elle a essayé de me tirer dessus? Est-ce qu'elle s'est tirée dessus? Qu'est-ce qui se passe, genre? Forcément, il était effrayé à l'idée de retourner dans la maison en sachant qu'elle avait une arme et que lui, il avait rien du tout. Mais quelques instants après ça, Tracy est sortie de la maison. Elle était bouleversée et en pleurs. Et elle a commencé à s'excuser auprès de John en disant qu'elle vivait une période de dépression, que ça allait pas du tout dans sa tête. Et elle dit d'ailleurs que le coup de feu qu'il a entendu, c'était un coup de feu qu'elle avait pointé l'arme sur elle. Donc elle essayait de sauter la vie. Or, elle a pointé l'arme sur John. Sinon, il serait pas parti en courant, commencer à flipper. Moi, ce que je pense, c'est que elle a essayé de tirer sur John. C'est pas passé, elle a pas réussi. Et du coup, elle a dit non, mais j'ai essayé de me tirer dessus, pas sur toi, enfin. T'inquiète. Non, tu vas pas nous avoir. En tout cas, John, il a dit clairement, moi, je suis pas dans tes délires bizarres. Il a appelé la police et il l'a poucave. Tracy a donc été placée dans un établissement psychiatrique pendant 6 mois en soins intensifs. Et à son retour, elle semblait transformée. Elle allait beaucoup mieux, elle était apaisée, elle était bien quoi. Donc forcément, John était super content. Le truc avec John, c'est que malgré le fait que Tracy soit volage et violente, c'est marrant ça, volage et violente, il l'aimait vraiment du fond de son cœur. Genre vraiment, c'était sa go quoi. Vous allez voir que Tracy, c'est pas n'importe qui. Hein. Tous les mecs peuvent vraiment d'aide pour elle. Je sais pas ce qu'elle leur faisait, mais waouh. À ce stade-là, le couple va se dire, écoute, peut-être que si on a un enfant, ça va renforcer notre couple, ça va agrandir notre famille et ça va être bien, quoi. Très mauvaise idée, ne faites jamais ça. Hein. On ne règle pas un couple avec un enfant. Au contraire, un enfant n'est pas un objet. Ok. Ou un moyen de rester avec ton mec, quoi. Mais bon, bref, en 1990, ils ont leur premier enfant, Berthe. Et bien évidemment, comme je viens de le dire, c'est pas parce que t'as un enfant que tout va bien se passer, bien au contraire. Parce que ce qui va se passer en réalité, c'est que le fait que Tracy ait maintenant la responsabilité d'un enfant, qu'en plus de ça, elles doivent rester à la maison parce qu'elle a toujours été femme au foyer, mais le fait que maintenant ce soit vraiment, elle puisse plus faire ses sorties, etc., ça va vraiment lui peser sur le moral, mais genre de ouf. Et ce qui va pas arranger ça, c'est que comme je vous l'ai dit avant, John travaillait énormément. Et donc la plupart du temps, Tracy était seule à la maison avec son nouveau-né. Et ça, Tracy, elle va pas trop kiffer, quoi. Mais là où elle a de la chance, c'est que John, avec son travail, gagnait plutôt très bien sa vie. Donc il va lui proposer de mettre un peu le petit à la garderie pour qu'elle puisse faire des activités, se faire de nouvelles amies et voilà quoi, aller un petit peu mieux. Quand même un super mec ce John. Mais le truc c'est que Tracy, c'est une malade cette meuf, vraiment, vraiment c'est une folle. Et le truc c'est qu'au lieu d'aller s'inscrire au yoga ou je sais pas, l'atelier tricot avec ses copines, Tracy va commencer à acheter tout et n'importe quoi. Et John va s'en rendre compte quand il va voir de grosses
sorties d'argent sur leur compte bancaire. Mais au lieu de confronter directement Tracy, et honnêtement, je pense savoir pourquoi il avait peur de la confronter, parce que clairement, la dernière fois, elle lui avait quand même pointé une arme sur la tête. Il va engager un détective privé pour enquêter sur l'origine de ces sorties d'argent, quoi, pour savoir dans quoi est-ce qu'elle dépensait ses sous. Et ben, il va pas être déçu, le John. Non, franchement, le pauvre, il me fait trop de peine. C'est quoi cette folle là? Alors non seulement Tracy prenait l'argent pour s'acheter tout et n'importe quoi, mais en plus de ça, elle utilisait son temps libre pour aller rencontrer des jeunes hommes. Des jeunes hommes, genre vraiment jeunes hommes, genre 18-19 ans. Le détective a réussi à prendre Tracy en photo sur la plage. Et sur ces photos, elle était allongée avec des jeunes hommes qui lui faisaient des massages sur le dos, qui lui touchait la poitrine, qui lui touchait les fesses, etc. Enfin, voilà quoi. Je veux dire, c'était pas des amis quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Quand le détective a montré les photos à John, il était dévasté. Franchement, il s'attendait à tout sauf à ça quoi. Bon, je pense qu'il savait déjà qu'elle avait des tendances un peu, voilà. Mais à ce point-là, avec plusieurs hommes différents, aussi jeunes, en public, enfin, c'était vraiment... Ouais, c'était chaud. Mais John était tellement déjà amoureux d'elle et en plus, il avait un enfant avec elle, il n'avait pas envie de passer par le divorce, etc. qu'en fait, il a tout simplement fermé les yeux sur ce qui se passait. Et il s'est dit, en vrai, peut-être qu'elle est juste malheureuse dans cette ville. Si on déménageait, peut-être que ça s'arrangerait. Du coup, il va proposer à Tracy de déménager à Chicago pour repartir de zéro, dans un nouvel environnement, etc. Et leur déménagement à Chicago va marquer un tournant dans leur vie. Mais malheureusement, pas pour le mieux. Tracy, si vous aimez les animaux, vous allez être choqués de ce que je vais dire là. Et je pense que déjà qu'on ne l'aime pas trop, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais en fait... c'est une des personnes que j'aime le moins sur cette planète. Ce que je ne vous ai pas dit avant, c'est que la famille avait 3 chiens. Et quand Tracy a appris qu'ils allaient déménager donc de Denver à Chicago, elle a décidé de vendre leurs 3 chiens à un laboratoire. Franchement, je ne sais pas. Genre vraiment, je ne sais pas. Je pense que tout le monde sait ce qu'est un laboratoire et je pense que si vous avez un animal, vous savez très bien que c'est le dernier endroit. Je pense que je préfère envoyer mon animal à l'abattoir que dans un laboratoire, parce que dans tous les cas, il va mourir. C'est juste horrible. 3 chiens, tes 3 chiens avec lesquels tu as passé quand même du temps, tu les vends à un laboratoire. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Et quand John a appris ça, mais il était furieux, mais il était tellement triste. Et il pouvait plus les récupérer, genre c'était trop tard. Mais il a dû se dire, mais c'est quoi cette folle avec qui je me suis mariée? Mais vraiment... Et même le petit, en vrai, qu'est-ce qu'elle a dit au petit? Ah bah tiens, je sais pas. J'ai vendu les chiens, genre, c'est horrible, horrible. Et ça m'étonnerait pas d'ailleurs qu'elle les ait vendus pour récupérer l'argent et faire je ne sais quoi avec. Et franchement, après cet événement-là, John a vraiment commencé à prendre ses distances avec elle parce qu'il s'est dit, mais je la reconnais plus en fait. Genre, peu de temps après que le couple se soit installé à Chicago, elle va appeler John en pleurs, enfin pas en pleurs mais complètement terrifié, en mode viens à la maison tout de suite, j'ai besoin de toi, etc. Et il était au travail, donc il était un peu en mode bah qu'est-ce qui se passe, tu vois, est-ce que c'est urgent, est-ce que... Et elle lui disait franchement je peux rien te dire mais juste viens à la maison vite. Mais John, vu qu'il lui faisait absolument pas confiance, il s'est dit c'est bizarre, genre je le sens pas. Du coup, il a décidé d'appeler le détective privé avant pour essayer de savoir pourquoi est-ce qu'elle voulait qu'il vienne à la maison, quoi. Et le détective va lui dire que je sais pas pourquoi est-ce qu'elle veut que tu viennes à la maison, étant donné qu'elle est à l'autre bout de Chicago. Genre, elle est pas du tout chez vous. Donc, juste super flippant. Ça veut dire qu'il y avait sûrement quelqu'un qui l'attendait à la maison pour lui faire je ne sais quoi. Genre, elle est trop flippante. Et Dieu merci, John, il est pas retourné à la maison parce que je sais même pas s'il sera encore en vie à ce jour. Et il y a eu d'autres phases comme ça qui ont fait qu'au bout d'un moment, John, il s'est dit, en fait, je peux plus, genre... c'est pas normal que j'ai peur de ma femme, c'est pas normal que j'ai peur de rentrer à la maison, qu'il m'arrive quelque chose ou quoi que ce soit, ou qu'elle pointe encore une arme vers moi. Et du coup, il a demandé le divorce en 1996. Tracy était furieuse quand elle a appris ce qu'il avait fait. Et elle allait clairement pas le laisser tranquille comme ça. Et le truc, c'est qu'ils avaient un enfant. Et qui dit divorce dit, qui est-ce qui va obtenir la garde? John était un très bon père et il était très proche de son fils. Donc, il voulait absolument avoir la garde.
Et Tracy aussi, de son côté, voulait garder son fils. La bataille juridique entre les deux va durer des mois. Et forcément, il y avait encore plus de tension dans le couple, qui n'était plus un couple du coup à ce stade-là, mais vous avez compris. Tracy, littéralement prête à tout, est allée jusqu'à dire au tribunal que John était violent envers elle et envers son fils Bert. Et là, vous allez être choqués. La meuf est allée jusqu'à créer des tracts, genre des flyers, où elle a écrit en mode « Le docteur Pillman, si vous le voyez, appelez la police directement parce que c'est un gros pédophile. Il a abusé sexuellement de mon enfant et de moi. Mon enfant n'a que 8 ans, c'est un gros pervers, etc. » Enfin, en gros, elle a complètement gâté son nom sur un flyer qu'elle a imprimé et qu'elle a mis sur chaque pare-brise de l'hôpital dans lequel John travaillait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le niveau de folie de cette femme. Donc tous ses collègues, tous les patients, tout le monde, son directeur, tout le monde a vu ce flyer et il a finalement été viré pour rien. Genre vraiment c'est... Je sais pas. Vraiment, je sais pas ce qu'il lui a fait pour qu'elle ait autant de haine pour lui. Avec tout ça, Tracy a fini par obtenir la garde. Et John était vraiment au bout de sa vie parce qu'en fait, non seulement il a perdu son travail, mais en plus maintenant, il devait payer une pension alimentaire de plusieurs milliers de dollars à Tracy tous les mois pour l'éducation de leur fils. Alors qu'il n'avait pas de travail et que dans la ville, en gros, tout le monde le voyait comme un mec super bizarre. Mais ce que la police a découvert ensuite est encore plus étrange. Quelques jours avant la fois où elle lui avait dit « Ouais, viens à la maison vite et tout machin » et que finalement le détective lui avait dit qu'elle n'était pas à la maison, Tracy a falsifié la signature de John pour augmenter son assurance vie. C'est comme si elle avait vraiment prévu de le tuer, elle avait augmenté son assurance vie. Comme ça, une fois qu'il était mort, elle aurait pu récupérer le pactole, quoi. En 1997, Tracy est de retour dans le célibat, même si en soi, si on me posait la question, elle l'était depuis pas mal de temps. Hein. C'est là qu'elle va rencontrer un entrepreneur australien du nom de Michael. Michael Roberts et elle vont commencer à discuter en ligne. Et directement, ça a été le coup de foudre entre les deux. Ils s'entendaient super bien. Après s'être rencontrés, ils sont tombés amoureux directement. Et Michael a laissé toute sa vie en Australie pour emménager avec Tracy. Michael était tellement amoureux de Tracy qu'il a lâché toute sa vie en Australie pour venir s'installer à Chicago avec elle. 2 semaines après s'être connus, ils se sont mariés. Mais malheureusement, Tracy est égale à elle-même et après seulement quelques mois de vie commune, elle va commencer à tromper Michael. Et bien que Michael soit conscient qu'elle le trompait, il n'a jamais rien dit et il n'a jamais rien fait pour qu'elle arrête en fait. Ce que je trouve super bizarre, ça fait quand même le 2e homme qui sait qu'elle trompe et qui fait rien. Et à Michael, Tracy disait que John était un fou, que d'ailleurs c'était pour ça qu'elle était plus avec lui, qu'il la frappait, qu'elle avait porté plainte plusieurs fois contre lui, ce qui est totalement faux parce que la seule plainte qui existait, c'était une plainte contre Tracy par rapport au jour où elle avait pointé une arme sur John. Donc non seulement Tracy essayait encore une fois de faire passer John pour un monstre, mais en plus de ça, un jour, alors je sais pas si elle s'ennuyait, elle avait rien à faire, elle est allée porter plainte contre son dentiste qui s'avère être son ex-petite amie. Soi-disant parce qu'un jour elle s'était rendue chez lui pour une opération des dents. Alors déjà, pourquoi est-ce que tu te rends toujours chez ton dentiste qui est ton ex ? Je trouve ça super bizarre, t'es mariée maintenant, enfin trouve un autre dentiste, surtout à Chicago, c'est pas ça qui manque. Enfin bref, elle se rend donc chez cet homme qui s'appelle Joseph Lapizza. C'est un peu drôle, Joseph Lapizza alors. Bref, elle se rend à son cabinet. Et il l'anesthésie parce que c'était une intervention qui nécessitait d'être anesthésiée. Elle dit que quand elle s'est réveillée, Joseph était sur elle, genre en mode en train de lui faire des trucs alors qu'elle était anesthésiée. Très bizarre, mais peut-être, qui sait. Au final, elle a fini par perdre le procès parce qu'il n'y avait aucune preuve qui montrait que c'était vrai ce qu'elle avait dit. Mais toute cette histoire a tellement brisé la réputation du dentiste Joseph que tout le monde le voyait comme un mec super bizarre et ne voulait plus aller chez lui. Je sais pas ce qu'elle a avec tout ce qui est médecin, docteur, dentiste et tout, mais c'est vraiment son truc. Hein. Et elle aime beaucoup ruiner leur vie, genre. En 1998, Michael se dit que peut-être que Tracy n'est pas heureuse parce qu'elle a besoin d'un environnement différent. Peut-être que le fait qu'elle soit dans la ville, etc., ça lui réussit pas trop. Il se dit que peut-être que s'il partait dans une campagne un peu plus tranquille, Tracy serait plus apaisée et pourrait vivre son rôle de femme au foyer un peu mieux, quoi. Il va donc trouver une toute petite ville dans l'Iowa. Et franchement, en apparence, c'était la ville parfaite pour élever les enfants.
Tout le monde se connaissait, il y avait moins de 1000 habitants. En 2000, ils ont donc emménagé dans la ville. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'ils ont eu leur deuxième enfant, Noah. Puis peu de temps après ça, ils ont eu Mason, leur dernier. D'ailleurs, après s'être installés dans cette petite ville, ils vont lancer leur entreprise d'informatique. Et franchement, pendant quelques années, tout se passait très très bien. Bon, maintenant qu'on en sait beaucoup plus sur Tracy et sur la famille en général, pourquoi est-ce qu'ils se sont retrouvés dans cette ville, etc., on va revenir au récit du jour du drame. Alors, tout ce que je vais dire là tout de suite est basé sur ce que Tracy a dit à la police. À 16h, Dustin serait arrivé à la maison de la famille Roberts. Je vais parler un peu plus de Dustin juste après, mais pour que vous sachiez un peu de qui il s'agit, c'était un ami très proche de la famille Roberts, donc il n'y avait rien de bizarre au fait qu'il soit là déjà. Un peu plus tard dans l'après-midi, Mary vient rendre visite à Tracy, et quand elle arrive, Dustin part, il quitte la maison. De base, Mary avait prévu de passer la nuit chez Tracy. Le mari de Mary travaillait aussi parfois à distance, et du coup elle avait l'habitude de venir chez Tracy quand son mari à elle était aussi en déplacement. Comme ça, elle passait pas la soirée toute seule. Mais ce soir-là, Tracy va dire à Mary de ne pas dormir chez elle. Elle lui explique que Bert avait un match de baseball le lendemain matin très tôt et qu'elle voulait pas réveiller Mary en faisant du bruit, etc. Donc c'était mieux qu'elle dorme chez elle. Donc Mary a passé quelques temps avec Tracy, puis elle est rentrée chez elle pour dormir. À 18h, alors que Tracy était en train de donner un bain à Mason, donc son petit dernier, elle aurait entendu du bruit au niveau de la porte d'entrée et elle avait l'habitude de ne pas fermer sa porte à clé. Après, apparemment, dans les villes où c'est plutôt safe, les gens font ça. Moi, j'ai tellement peur. Mais bon, bref, elle fermait pas la porte à clé, donc elle entend la porte qui s'ouvre et elle se dit que c'était sûrement Michael qui lui faisait une surprise, qui était rentré plus tôt du travail ou je ne sais quoi. Donc en fait, elle s'inquiète pas. Mais comme elle entend encore du bruit en bas, elle laisse Mason dans la baignoire. D'ailleurs, super dangereux, je comprends pas encore une fois, mais bon, bref. Et elle descend pour voir un peu ce qui se passe en bas. C'est là qu'elle aperçoit Dustin, donc le jeune homme qui était venu tout à l'heure la voir, avec un de ses amis, en tout cas un homme qu'elle ne connaît pas. Les deux hommes habillés en noir se dirigent vers l'escalier de la maison. Paniquée, Tracy remonte vite les escaliers pour aller chercher ses enfants. Elle prend Mason, Bert et Noah et elle les enferme dans la chambre de Bert, si je me souviens bien. Elle essaye alors de se défendre contre les deux hommes, mais à un moment, l'un d'entre eux l'attrape par sa queue de cheval et il la traîne très violemment jusqu'en bas des escaliers. En essayant de rejoindre l'endroit où elle cache ses armes, un des hommes aurait pris son collant et l'aurait étranglé avec. Je ne vois pas comment est-ce qu'il aurait pu faire ça, mais ok. Tracy a donc perdu connaissance pendant quelques instants, et quand elle s'est réveillée, les deux hommes étaient en train de défoncer la porte de Bert pour entrer et faire du mal aux enfants. Apparemment. Elle a paniqué et s'est précipitée vers l'armoire où il y a toutes ses armes. C'est là qu'elle se serait emparée d'un pistolet et aurait tiré sur Dustin 9 fois. Pendant ce temps-là, le deuxième homme qui était là, dont on ne connaît pas l'identité, aurait réussi à s'échapper. Et le truc, c'est que il y avait énormément d'incohérences dans l'histoire de Tracy là. Déjà, Tracy disait qu'ils étaient venus pour elle, pour lui faire du mal à elle. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils se seraient retrouvés dans la chambre des enfants, enfin en tout cas en train d'essayer d'entrer dans la chambre des enfants, alors que Tracy avait perdu connaissance, était en bas toute seule? C'est super bizarre. En plus de ça, comment est-ce qu'elle aurait réussi à tirer sur Dustin 9 fois alors qu'il y avait quand même un deuxième homme à côté qui n'aurait donc absolument rien fait, il serait juste parti? Le plus bizarre, c'est qu'il n'y avait aucun passif, genre d'embrouille ou quoi que ce soit entre Dustin et Tracy, ils s'entendaient très bien. Donc c'était juste super bizarre. Mais en tout cas, après cette attaque, Tracy a été hospitalisée parce qu'elle a dit qu'elle avait des problèmes respiratoires après qu'on l'ait étranglée avec son truc là. Quand Michael a appris ça, il est directement rentré pour être auprès de sa famille, ce qu'on comprend tout à fait. Mais les enquêteurs ont continué leur recherche et ont commencé à suspecter Tracy. Bon, on va revenir un peu sur Dustin, donc le jeune homme qui a été tué. Dustin est né et a grandi dans l'Iowa. Tout le monde parlait de lui comme un jeune homme avec une âme très douce. Ils disent aussi qu'il avait une énergie très saine. Ses activités préférées étaient de se promener, de faire des randonnées dans la nature, etc. Il adorait être dehors et il aimait aussi beaucoup les animaux. Et les gens qu'il fréquentait disaient qu'il souriait toujours, genre vraiment tout le temps. Et peu importe ce qu'il faisait, peu importe où il était, genre le mec pouvait être en train de tondre la pelouse ou en train de couper des branches, et il le faisait avec le sourire. Il était très impliqué dans la communauté et aussi au sein de l'église. D'ailleurs, c'est à l'église que la famille Roberts l'a rencontré. Rapidement, ils se sont très bien entendus et en fait, il faisait appel à Dustin pour venir tondre la pelouse, s'occuper un peu du jardin, etc. Donc il était très souvent chez eux et autour des enfants, etc. Et tout se passait très bien. C'est pour ça que quand la police est entrée
dans le domicile de la famille Roberts et qu'elle a trouvé Dustin par terre, ils étaient juste choqués. Non seulement parce qu'ils avaient vu ce jeune homme grandir, mais en plus parce que c'était vraiment la dernière personne qui pouvait être mêlée dans des histoires un peu bizarres. Enfin bref, après sa sortie à l'hôpital, Tracy était très stressée et bouleversée. Et en même temps, on la comprend parce que si ce qu'elle dit est vrai, c'est quand même juste un événement super traumatisant et stressant. Et je pense qu'on met quand même pas mal de temps à se remettre de ça normalement. Mais directement après sa sortie de l'hôpital, la famille va partir en voyage. Ils sont tous partis en Australie, donc dans le pays d'origine de Michael, le père. Et la police a trouvé ça un peu bizarre parce que s'il arrive quelque chose pareil, quelqu'un qui rentre par infraction chez toi, enfin en tout cas il a juste à ouvrir la porte apparemment, mais bon, quand même quelqu'un qui rentre dans ta maison, qui tente de s'en prendre à ta femme, à tes enfants, ton réflexe, c'est peut-être pas de quitter ta maison et de partir en vacances en Australie, quoi. En général, tu vas plutôt essayer de rester dans la ville pour aider la police à enquêter ou quoi que ce soit, répondre à un max de questions. Enfin, c'était quand même très bizarre. Et en réalité, il y avait que Michael qui était vraiment déterminé à trouver l'origine, l'identité, de ce deuxième homme qui se trouvait là le jour du drame. D'ailleurs, il avait même prévu une récompense de 10 000 $ pour la personne qui arriverait à donner des informations sur cette deuxième personne. Un autre truc super bizarre, c'est qu'une fois qu'ils sont rentrés de leur voyage, Tracy s'est directement, mais genre le lendemain, directement, rendue au journal local de la ville pour raconter son histoire. Elle voulait absolument montrer à tout le monde à quel point c'était une héroïne, qu'elle avait sauvé sa famille, qu'elle s'était mise en danger pour essayer de sauver ses enfants, etc. Encore une fois, un comportement plutôt étrange. En général, quand il t'arrive un truc comme ça, t'as peut-être pas envie de le crier sur tous les toits. Tu préfères plutôt faire profil bas, enfin, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que le fait que la famille soit partie en vacances, c'est quelque chose qui va pas mal aider la police. Parce que du coup, ils avaient carte blanche, la maison entière, pour pouvoir enquêter, rechercher un petit peu ce qui s'était passé, etc. Ils étaient tranquilles. Et d'ailleurs, à ce stade-là de l'histoire, ils ne croient absolument pas ce que Tracy raconte. Pendant leur enquête, ils vont se rendre compte que Tracy leur a menti sur une chose. Lorsqu'ils ont fini l'autopsie sur le corps de Dustin, paix à son âme d'ailleurs, est-ce qu'on a dit paix à son âme? On n'a pas dit paix à son âme. Bref, du coup, quand ils ont fait l'autopsie sur le corps de Dustin, ils se sont rendus compte qu'elle avait tiré sur lui, donc 9 fois au total. Mais le truc bizarre, c'est qu'ils ont réalisé que ces 9 balles avaient été tirées de 2 pistolets différents. Donc Tracy a tiré 9 fois sur Dustin, mais elle a aussi pris le soin de changer d'arme. 6 des 9 blessures étaient un peu partout sur son corps, donc son torse, ses bras, etc. Mais il y avait 3 blessures par balle sur la tête qui avaient été effectuées avec la deuxième arme. Et d'ailleurs, ils se sont rendus compte que d'après la trajectoire de la balle, les 3 balles qui avaient été tirées dans la tête de Dustin avaient une trajectoire inclinée en fait. Donc, comme si, par exemple, quelqu'un me tire dessus et que je suis assise, ça va faire comme ça. Alors que si quelqu'un me tire dessus et que je suis debout, ça va plutôt faire comme ça. Et bien là, c'était vraiment comme ça, quoi. Comme s'il était allongé ou assis. Ce qui est quand même très bizarre parce que pourquoi est-ce que tu tirerais sur quelqu'un qui est déjà allongé ou assis si c'est de la légitime défense? Ça n'a pas de sens. Logiquement, si la personne est déjà par terre, t'as pas de raison de lui tirer encore 3 fois en plus dans la tête. Est-ce que j'ai précisé que Dustin n'avait pas d'arme? Genre, il n'y a aucune arme qui a été retrouvée sur les lieux, ce qui veut dire que il n'est pas entré dans la maison avec une arme. Donc pourquoi est-ce que tu te défends autant? Pourquoi est-ce que tu lui tires dessus 9 fois s'il a aucune arme? La police a donc commencé à avoir des doutes sur Tracy, mais ils ont décidé de ne pas l'accuser de meurtre directement, parce que malheureusement, il n'y avait pas encore assez de preuves. Et ils avaient une autre piste, et il s'agissait de Joseph Lapizza. Et oui, comme je vous l'ai dit juste avant, elle venait de perdre un procès contre lui, et ils ont découvert que la date réelle de ce procès était très bientôt, et que donc ce serait le moment idéal pour Joseph d'essayer de faire peur à Tracy ou de l'intimider pour qu'elle n'ait pas envie de poursuivre le procès. La police a donc commencé à proposer toutes ces théories à Tracy, en mode est-ce que tu penses que ça pourrait être lui, etc. Et c'est là que Tracy va dire pas du tout, c'est pas du tout Joseph. Mais loin de là. La personne qui a essayé de me tuer, c'est John, mon ex-mari, oui. John qui, le pauvre, mais vraiment, qu'est-ce qu'elle veut à cet homme? John habite à Denver. Ça fait des années qu'il n'a pas vu son fils. Je sais même pas s'il sait exactement où est-ce qu'ils vivent. Enfin, c'est juste
complètement illogique. Mais le truc, c'est que pendant l'inspection, la police s'est rendu compte que la voiture de Dustin était garée juste à côté de la maison des Roberts. Et à l'intérieur de la voiture, ils vont trouver une sorte de journal intime rose. Déjà, pourquoi est-ce qu'un homme aurait un journal intime rose? Enfin, je sais pas. Bref. Dans ce journal intime, il y avait une lettre manuscrite avec l'écriture de Dustin qui disait qu'il avait été embauché par un homme du nom de John Pittman, comme par hasard, pour tuer Tracy et Bert, qu'il allait payer telle somme s'il réussissait à les tuer, etc. Enfin bref, c'est un peu tiré par les cheveux l'histoire quand même. Et la police va s'en douter directement, ils vont se dire, alors certes c'est l'écriture de Dustin, mais honnêtement, on pense pas du tout que c'est lui qui a écrit ça de son plein gré. Déjà, John vit à Denver. De plus, comme je vous l'ai dit, ils n'avaient pas eu de nouvelles de lui depuis très longtemps. En plus de ça, vous savez très bien que John, bon, à ce stade-là, il a sûrement retrouvé un travail, parce que de toute façon, il payait la pension alimentaire. John a de l'argent, d'accord? John, quand il suspectait sa femme de faire des trucs chelous, il a payé un détective privé à Chicago. À Chicago, à Denver? À Chicago. C'est pas un problème. L'argent, c'est pas un problème avec John. Donc, vous pensez vraiment que John, qui a pris un détective juste parce que sa femme a dépensé trop d'argent, allait prendre un tueur à gages de bas étage, juste un pauvre mec de 20 ans, qui habite au plein milieu de l'Iowa, qui a jamais tué personne, et qui en plus de ça est ami avec la famille, pour essayer de tuer Tracy et Bert? Ça n'a aucun sens. Désolée, ça n'a aucun sens. Et la police, en tout cas, après avoir lu ça, se sont rendus compte que les ravisseurs n'en avaient pas juste après Tracy, mais aussi après Bert. Quand ils apprennent ça, ils décident d'appeler Bert pour qu'il soit interrogé aussi au poste de police. Et ils se posaient une question d'ailleurs, c'était de savoir comment est-ce que Bert avait réussi à appeler la police pour dire qu'il y avait une infraction à la maison, etc. blablabla, alors qu'à 11 ans, bon, il y a des enfants qui ont des téléphones à 11 ans, mais en tout cas, Bert n'avait pas de téléphone à 11 ans. Donc, comment est-ce qu'il s'est retrouvé avec le téléphone? Est-ce que le téléphone était déjà dans sa chambre? Est-ce que sa mère, à un moment, lui a donné le téléphone? Enfin, voilà, il y avait plein de questions un peu bizarres. Et la police était bien déterminée à avoir des réponses par rapport à ces questions. C'est pour ça qu'ils ont fait venir le petit Bert au poste de police. Et Bert était très très distant, il refusait de répondre à la plupart des questions que la police posait, et bien que son histoire concorde exactement et parfaitement avec celle de sa mère, c'était un peu comme si il avait appris par cœur son récit en fait. C'est un peu comme si c'était trop robotique la manière dont il racontait ce qui s'était passé. Et il y avait un point qui était vraiment étrange, c'est que Tracy dit que les ravisseurs l'ont étranglé avec son collant. Mais Bert, lui, il dit qu'à un moment donné, Tracy est venue dans la chambre pour demander aux garçons s'ils allaient bien. Et à ce moment-là, elle avait ses collants dans sa main. Et c'est là que Bert a commencé à dire que de toute façon, tout ça était de sa faute, qu'il se sentait super mal que sa mère ait été attaquée parce que son père voulait le tuer, que sa mère était tellement gentille, que c'était une mère parfaite et qu'elle aurait jamais pu faire du mal à qui que ce soit. Un garçon de 11 ans qui dit tout ça, c'est quand même assez... c'est étonnant, quoi. D'ailleurs, encore une fois, c'est comme s'il avait tout répété. Et sa mère lui avait dit, écoute, quand tu arrives au poste de police, tu me fais passer pour cette mère super gentille et innocente, etc. C'était vraiment pas naturel, en fait. En enquêtant un peu plus, ils se sont rendus compte que Tracy était particulièrement proche de Bert et que Bert était littéralement prêt à tout pour sa mère. Mais malheureusement, malgré tout ça, il n'avait pas assez de preuves pour faire arrêter Tracy. Il n'avait pas de raison ou de mobile pour lequel Tracy aurait voulu s'en prendre à Dustin. Et ce manque de preuves les a poussés à libérer Tracy et son fils. Après ça, Tracy et Michael sont restés mariés, bien évidemment. Ils ont continué à vivre leur vie normalement. Et malheureusement, l'affaire était close. Il s'agissait de légitime défense. Dustin était un mec bizarre qui avait essayé de s'en prendre à elle. Et elle, c'était cette mère héroïque qui avait réussi à sauver toute sa famille, etc. Et voilà comment ça s'est fini. Mais bien évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas la fin. L'année suivante, en 2002, un homme a été retrouvé mort dans un cimetière. Et cet homme s'est avéré être Brett, le père de Dustin. Brett s'était tiré une balle à côté de la tombe de Dustin. Il avait aussi écrit une lettre de suicide. Et dans cette lettre, il disait qu'il était complètement brisé par la mort de son fils, que Dustin était littéralement toute sa vie et qu'il n'y avait pas un jour où il pleurait jusqu'à s'endormir,
qu'il en avait marre de vivre comme ça et que voilà, il le vivait trop mal. Et c'est pour ça qu'il a décidé de sauter la vie. La famille a donc déposé plainte contre Tracy pour mort injustifiée, mais cette plainte a été rejetée plus tard. En 2004, le mariage entre Tracy et Michael a vraiment commencé à battre de l'aile. Ils se disputaient tout le temps et Tracy était de plus en plus violente. Elle tapait dans les murs, elle faisait des trous dans les murs. Et pendant ces disputes, Michael appelait souvent la police pour dire qu'elle était trop violente, qu'elle lui faisait peur, etc. Mais comme Tracy était une très bonne manipulatrice, elle arrivait toujours à retourner la situation à son avantage. Et finalement, c'était Michael qui était embarqué par la police. Alors que... What? Genre, c'est lui qui appelle la police pour se plaindre et c'est lui qui finit au poste. Parfois, il l'appelait même pour dire qu'il était battu par sa femme et c'était lui qui se faisait arrêter. Genre. Mais comme Tracy ne portait jamais plainte contre lui, il finissait toujours par rentrer à la maison. Leur relation a continué et elle était extrêmement toxique. D'ailleurs, il y a une période où Michael disait qu'il vivait dans la peur constante. Genre vraiment, c'était un tyran cette femme. Et c'était la deuxième fois qu'elle faisait ça quand même. Et le truc, c'est que Michael avait peur d'aller à la police parce qu'il se disait, attends, chaque fois que j'appelle la police, je finis au poste. Il n'y a aucun intérêt en fait, il ne me croit pas du tout. Donc à la fin, il subissait seulement et il appelait même plus la police quand elle était violente. D'ailleurs, de nombreuses années plus tard, Michael s'est confié à un média et il leur a dit qu'en réalité Tracy avait essayé de le tuer plusieurs fois. Une fois, elle aurait voulu faire un exercice de confiance avec lui. Elle l'a donc enroulé dans un drap. Et forcément, à force, il manquait d'oxygène, donc il a commencé à s'évanouir. Quand il s'est réveillé, elle était assise au-dessus de lui et il avait un sac plastique sur la tête. Et elle lui a dit de respirer profondément jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Elle insistait en lui disant « Franchement, si tu fais ça pour moi, je te ferai confiance pour toujours. » Après toutes ces phases un peu bizarres, Michael a clairement commencé à flipper et il s'est dit « Mais en vrai, après avoir vu toutes ces mauvaises facettes de sa femme, Michael a commencé à tout remettre en cause. Il a vraiment commencé à la voir en bizarre et à se méfier d'elle. Et il a d'ailleurs découvert pas mal d'informations qu'elle lui avait cachées. Des informations que la police avait révélées, mais que Tracy n'avait pas dit à son mari. Et elle savait pourquoi d'ailleurs. Quand la police a inspecté les empreintes digitales qui étaient présentes dans la maison, ils ont trouvé bien évidemment toutes les empreintes digitales de la famille Roberts. Logique parce qu'ils vivaient là. Ils ont trouvé les empreintes de Dustin, mais ils n'ont pas trouvé les empreintes du deuxième homme qui était là. Super bizarre, étant donné que s'il y a les empreintes de Dustin, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas les empreintes du deuxième mec, en fait? Et ça, c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce qu'il s'est dit, mais attends, pourquoi est-ce qu'elle m'a caché ça, en fait? Pourquoi est-ce qu'elle me l'a pas dit? À ce stade-là, Michael s'est vraiment dit qu'il devait se méfier de Tracy, qu'elle lui cachait des choses, et il a demandé le divorce. Maintenant, vous savez ce qui est arrivé à John quand il a demandé le divorce, hein. Divorcer avec Tracy, ça se finit jamais bien. Et bien évidemment, Michael n'allait pas être épargné. Tracy a commencé à crier sur tous les toits que Michael était un horrible père, qu'il était violent, qu'il maltraitait les enfants, et elle aussi d'ailleurs. D'ailleurs, elle est allée jusqu'à... Franchement, je rigole, mais c'est pas drôle, hein. Mais c'est vraiment juste qu'elle est vraiment folle et elle réalise même pas à quel point elle est folle, en fait, je pense. Elle s'est rendue au poste de police et elle a dit que c'était pas John qui avait payé un tueur à gages pour la faire tuer, mais c'était Michael en réalité. Alors que je pense que ce qu'elle avait oublié, c'est qu'elle avait déposé une lettre dans la voiture de Dustin où elle avait dit que c'était John. Donc en fait, elle était en train de se contredire toute seule. Enfin, c'était... Et bien évidemment, si moi je trouve ça chelou, sachez que la police aussi a trouvé ça plutôt bizarre. D'ailleurs, elle a dit, bah oui, en même temps, c'est quand même super bizarre que pile quand Michael était en voyage d'affaires, qu'on ait été attaqué de cette manière-là, quoi. En gros, elle essayait de trouver des prétextes pour essayer de l'incriminer, mais la police, pas bête quand même, hein. Donc ils se sont vite rendus compte qu'elle mentait. Et pour couronner le tout, vraiment à ce moment-là, je me suis dit, en fait, c'est vraiment la psychiatrie, genre. Et pour couronner le tout, comme si c'était pas assez, et c'est vraiment à ce stade-là que je me dis, en fait, donc pour couronner le tout, Tracy a raconté à la police qu'un soir, Michael était en train de dormir. Vous savez qu'il parlait, il parlait dans son sommeil, quoi. Et qu'il aurait avoué avoir commandité son meurtre et celui de son fils aîné. Genre pendant son sommeil, il lui a dit oui, c'est moi qui ai fait ça. Et elle dit ça à la police et elle pense vraiment qu'on va la croire, genre. J'imagine l'officier de police qui était en mode... Oh purée, mais vraiment, elle est vraiment dérangée, genre elle est vraiment folle. Bon après ça, comme à son habitude, elle a pas arrêté de se rendre au poste de police pour dire à quel point Michael était un agresseur, qui s'en prenait à sa famille, qui s'en prenait aux enfants, qui s'en prenait à elle, etc.
vraiment la même chose qu'elle avait fait avec John, quoi. L'année suivante, en 2007, le divorce a été finalisé et Tracy a obtenu la garde des 3 enfants. C'était une énorme bataille entre les deux et au final, on ne sait comment, mais elle a réussi à gagner. Elle a décidé de déménager à Omaha, dans le Nebraska. Et Michael a fini par déménager avec eux parce que, encore une fois, Michael était aussi un très bon père. Et il n'imaginait pas en fait vivre loin de ses enfants, quoi. Il avait vraiment besoin de les voir toutes les semaines, etc. Donc il a décidé de déménager dans la même rue que Tracy pour pouvoir voir ses enfants aussi souvent qu'il le voulait. Mais bien que le divorce était finalisé, qu'elle avait obtenu la garde de ses enfants, on pourrait croire qu'elle allait se calmer là. Elle va se rendre au poste de police de la nouvelle ville dans laquelle ils ont emménagé et elle va leur montrer des images de la scène de crime, donc des images où on voit Dustin par terre sur le sol, quoi, le pauvre. Et avec cette photo, elle va leur dire que Michael, écoutez bien, Michael a placé cette photo, l'a imprimée et l'a placée sur les sièges avant de sa voiture pendant la bataille pour obtenir la garde des enfants. En gros, il avait fait ça pour essayer de lui donner une mauvaise image, etc. Mais tout cela a fini par se retourner contre elle plus tard. Parce que ce que Tracy ne savait pas, c'est que pendant ce temps-là, Michael était en train de créer un bon gros dossier contre elle pour une fraude qu'elle aurait commise à l'aide sociale. Genre. En gros, elle percevrait des aides sociales qu'elle ne devait pas percevoir, un truc comme ça. Et Michael, il comptait bien l'attraper par rapport à ça. Elle a finalement été reconnue coupable pour ce qu'elle avait fait. Puis en 2010, donc 3 ans passés, à ce stade-là, Tracy a 44 ans. Elle va prendre la décision de changer son nom de Tracy Richter à Sophia Teresa Karina Baron Edwards. Je sais pas pourquoi elle a choisi un nom aussi long. Ne me demandez pas. Elle a créé une entreprise qu'elle a appelée par le nouveau nom qu'elle avait choisi. Donc son entreprise s'appelait Sophia Teresa Karina Baron Edwards. Et en plus de ça, elle a commencé à se promener en ville en parlant avec un accent britannique, alors qu'elle n'est pas anglaise, elle n'a jamais mis les pieds en Angleterre, et juste trop bizarre, genre. Enfin bref, dans toute cette folie, Michael n'avait pas perdu son objectif principal qui était de mettre Tracy derrière les barreaux. Et il a monté toute une sorte de dossier à présenter à la police pour qu'il réouvre l'enquête en fait, pour qu'il continue à enquêter sur le crime de Dustin. Et ça va fonctionner, donc on admire sa... Comment ça s'appelle? Tu sais quand t'es... Persévérant. Persévérant, c'est ça, merci bébé. Persévérant. 27 juillet 2011, l'affaire Dustin a été réouverte. Et Tracy, avec toutes les preuves qui n'avaient pas correctement été analysées, décryptées, etc. D'ailleurs, je sais absolument pas comment est-ce qu'elle a fait pour s'en sortir. Je la suspecte de sortir avec un des mecs de la police. Finalement, Tracy Richter a été arrêtée pour le meurtre de Dustin dans sa nouvelle ville au Nebraska, là. Et quand ils l'ont arrêtée, ils ont découvert chez elle des documents de changement de nom. Donc Tracy avait encore prévu de changer de nom, mais attendez. Le pire, c'est qu'elle avait prévu de changer de nom en Heidi Johanna Frostbaca. Et il s'avère que Heidi Johanna Frostbaca, c'est le nom de la nouvelle femme de Michael. Michael, il s'était remarié, il avait refait sa vie, il s'était acheté une nouvelle maison et tout, enfin tout allait bien pour lui, et il s'était marié avec cette femme, donc Heidi. Et donc Tracy avait décidé de voler le nom de la nouvelle femme de Michael, genre vraiment très bizarre, très perché, très flippante. Genre ça faisait quand même 4 ans qu'ils étaient divorcés, Michael, il avait clairement tourné la page, et elle était toujours bloquée là-dessus, genre... Franchement, elle fait pitié. Au bout d'un moment, elle fait pitié. En ce qui concerne le procès de Tracy, il a débuté le 24 octobre 2011. Tracy a plaidé non coupable. Franchement, est-ce que ça nous étonne? Non. Les procureurs ont expliqué ce qui s'était sûrement passé ce soir-là et ils ont déclaré au tribunal que Tracy détestait John et qu'elle a élaboré un plan pour faire croire qu'il était impliqué dans l'embauche de Dustin Weedy pour lui faire du mal. Dustin était chez elle le 13 décembre. D'ailleurs, ils se sont rendus compte que le journal intime rose dans lequel Dustin avait écrit sa lettre, etc., c'était Tracy qui l'avait acheté. Genre, il y avait des caméras qui montraient Tracy en train d'acheter le carnet. Donc, elle s'est fait avoir, en fait.
à son propre jeu. Voilà ce qui se serait donc passé ce soir-là. Elle avait pour plan de forcer Dustin à écrire dans un journal intime en donnant assez d'informations pour faire croire qu'il avait été engagé par John Pittman pour tuer Tracy et Burt. Dustin serait donc arrivé à la maison, mais malheureusement au même moment, Mary est arrivée. Tracy aurait alors dit à Dustin de revenir plus tard aux alentours de 18h. C'est là que Tracy aurait inventé une excuse pour que Mary rentre chez elle ce soir-là et qu'elle ne dorme pas. Dustin est donc revenu innocemment à la maison aux alentours de 18h, heure à laquelle Tracy avait prévu de continuer son plan machiavélique. C'est à ce moment-là que Tracy a enfermé tous les enfants dans la chambre et qu'elle a menacé Dustin à l'aide d'une arme pour qu'il écrive la lettre. Tracy aurait ensuite tiré sur Dustin 6 fois avant d'ordonner à Burt d'appeler la police et de dire qu'il y a eu une infraction, un cambriolage, voilà quoi, toute l'histoire. Alors que la police était sur la route, Tracy aurait tiré 3 fois de plus dans la tête de Dustin pour s'assurer qu'il était bel et bien mort. Le 4 novembre 2011, Tracy a été reconnue coupable du meurtre de Dustin et elle a immédiatement commencé à pleurer. Le 5 décembre 2011, elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle et elle a fait une déclaration à la famille de Dustin en disant « J'ai réfléchi à tous les scénarios possibles et imaginables sur la façon dont les choses auraient pu se terminer différemment. Je pense que vous méritez que justice soit faite, mais je n'ai pas assassiné votre fils. » Mais même à l'intérieur de la prison, cette femme ne lâche pas. Tracy a continué à nuire à la réputation de Michael et de John. Il y avait un site web qui existait avant, qui n'existe plus, Dieu merci d'ailleurs. Tu pouvais littéralement te défouler sur n'importe qui. Tu pouvais aussi te plaindre d'une entreprise, par exemple, si tu te faisais virer de ton ancienne boîte, tu pouvais dire des choses illégales qu'ils faisaient, enfin je sais pas. En gros, c'était vraiment un site web où tu pouvais dire tout et n'importe quoi sur quelqu'un. Et c'était connu pour ça en fait. Et la seule manière de faire retirer l'article, c'était de payer une amende de 2000$. Donc en gros, moi, si par exemple je voulais m'en prendre à toi, je pouvais écrire n'importe quoi sur toi, dire que tu étais voleuse, que tu volais les maris des gens et tout. La seule manière pour toi de faire retirer cet article et que plus personne ne puisse le voir, c'était de payer 2000$. Et comme Tracy, son seul but, c'était vraiment de pourrir la vie de ses ex-maris, elle racontait tout et n'importe quoi sur ce site. Mais bien heureusement, en 2014, Michael a pu obtenir la garde complète des enfants et il a pu retourner chez lui à Brisbane, donc en Australie. Ce qui est super flippant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que Tracy est innocente. D'ailleurs, il y a une page Facebook qui est entièrement dédiée à Tracy Richter pour montrer qu'elle est innocente et pour essayer de la faire sortir de prison. Le plus étonnant ou pas du coup, c'est que la personne qui gère cette page Facebook est en réalité son fils Burt. Donc je pense que vraiment elle avait une emprise de malade sur lui, parce que jusqu'à aujourd'hui, il a genre 30 ans maintenant au moins, il est toujours en train de défendre sa mère. Il essaie vraiment de la faire sortir de prison, de raconter à tout le monde à quel point sa mère n'a rien fait, qu'elle est innocente, etc. Et voilà quoi, donc voilà la fin de cette histoire. Crazy is the word. Non franchement, c'est chaud. Genre vraiment cette histoire, je comprends pas. Genre je comprends pas. En fait, quand j'étais en train d'étudier cette affaire, je me suis dit, comme elle est un peu, voilà quoi, je me suis dit peut-être qu'elle avait une relation avec Dustin, que Dustin il a voulu le dire à son mari, et que du coup elle l'a tué, un truc comme ça. Mais en fait non, genre le truc le plus fou c'est qu'elle a tué cet homme de 20 ans, super mignon, qui l'a aidé, qu'elle avait rencontré à l'église, etc. Juste parce qu'elle voulait embêter son ex-mari. Je comprends pas. Genre vraiment, pour moi ça n'a aucun sens. Le pire c'est qu'en plus elle lui en voulait d'avoir divorcé, ses deux maris d'ailleurs, elle en voulait d'avoir divorcé, alors qu'en soi tu le trompes, tu le frappes, d'un moment forcément il va vouloir partir quoi. Donc ouais, vraiment Tracy Richter, c'est une des histoires les plus folles que j'ai vues, parce que c'est juste pas justifié en fait, le crime il est pas justifié, et elle, son acharnement envers les hommes, c'est waouh. J'ai pas fait de session pour My Variations, donc la brosse à dents, dans cette vidéo, tout simplement parce qu'elle est très longue. Mais n'oubliez pas que vous pouvez toujours utiliser mon code Naomi10 pour bénéficier de moins 10% sur votre commande pour obtenir une brosse à dents My Variations, parce que c'est la base en fait. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? N'hésitez pas à me laisser des idées de vidéos, de sujets. Franchement, j'étais pas bien, j'étais malade et tout, mais là, je me sens mieux. C'est grâce à vous. Ouais. Soyez bénis
Que Dieu vous garde et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode de Crime et Make-up. Mouah.